Le premier invité de ce matin, c'est Gustave Omba Bindimono. Bonjour, monsieur Bindimono. Bonjour, monsieur Fabien. Vous êtes jumeau. Parce que Omba, Chaco, ça renvoie aux jumeaux. Oui, écoutez, c'était une belle grande histoire autour de mon nom. Omba, chez moi, c'est pas à prendre comme on le prend dans le concept des Anamongo chez nous, mais les Omba que je représente, c'est régner. C'est ce que ça veut dire. Omba, Omba. C'est Omba. 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 Voilà. Alors avec la modernité, ce n'est pas Omba. Avec la modernité des écoles où on est passé quand on était plus jeune, on a estimé qu'au lieu de, on ne saura pas le prononcer Omba, on dit Omba. Et voilà. Alors il y a une quantité vocalique, une quantité vocalique, pas consonantique. Il y a Omba. Omba. Alors il y a la voyelle O initiale qui est en prolongation, qui se prononce de manière intégrale comme en latin. Verba, Hollande, scripta. Ça pouvait s'écrire AU, oui. Avec et comme ça n'est pas du français, Omba. Donc il y a la quantité vocalique. Voilà. Et généralement ça devait être symbolisé par ce qu'on appelle un accent en français, voilà. Mais qui symbolise que cette voyelle est longue. Voilà. Elle doit se prononcer intégralement. C'est ça. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Voilà. C'est comme Weto. Weto, c'est ça. Parfait. Voilà. Gustave, cadre de l'UNC toujours. Oui, oui, bien sûr. Mais ce matin, nous vous recevons en tant que fils du Congo, mais dans la partie, dans la province de Maniema. Vous avez été élu de cette province. C'est à quelle législature? Je suis au Parlement depuis 2003, en plus 4. Pendant la transition 2006-2011. Et le parti vous propose à la CENI. Vous avez été à la plénière. Je suis allé à la commission électorale en 2013 jusqu'à 2018, jusqu'à ce qu'on a proclamé le pouvoir actuel, le pouvoir en place. Et voilà. Qui était avec Cash, plutôt l'UNC. Oui, l'accord de Nairobi. j'ai été délégué par l'Union pour la Nation congolaise à la commission électorale. Et la loi voulait que quand vous devenez membre de la commission électorale, vous puissiez être apolitique. Donc, durant mon mandat à la commission électorale, j'étais pour la nation. J'ai réalisé ma mission en tant que... Et pendant ce temps? Pendant ce temps, vous avez été... souvent, vous n'avez pas votre langue, on dit, dans la poche ou en poche. Je n'ai pas fait de bonnes études. Ah ben, mais Gustave, se contenir, ça n'a pas été facile pour vous, hein? Bon, écoutez, ça n'a pas été facile. Vous savez, la commission électorale, c'est une grosse boîte où nous avons vu défiler beaucoup de manœuvres, beaucoup de réalités. Et à chaque fois que je me mets maintenant dans cette position que j'ai aujourd'hui, je vois les cortèges passer, je regarde, je me dis, ah ben, ces gens, s'ils savaient. Mais c'était la volonté de la population. Mais en réalité, ces gens, s'ils savaient. Oui. Mais c'est une exclamation, moi qui m'inquiète un peu. Ces gens, s'ils savaient, c'est-à-dire vous avez fait un grand travail ou bien vous avez sorti des réalités, d'autres réalités, c'est-à-dire des réalités autres que celles qui sont sorties. Monsieur l'abbé Maloumalou, paix à son âme, nous disait, Gustave, je sens que tu as beaucoup de passion pour cette nation. La manière dont tu t'y prends par rapport à l'évolution du processus électoral, rassure-toi que ce travail, c'est un travail d'ingratitude. Après que tu aies réalisé les bons travaux ici, tu seras jeté dans les oubliettes. Et effectivement, c'est ça la réalité. Vous savez, quand vous êtes dans la position de paternel, vous êtes l'homme qui est à la base, le géniteur, comme on dit, de la réalité des politiques d'un pays. Et à la fin, tu te retrouves dans ta position de repos des guerriers. Vous manquez même de l'eau. Et vous voyez pendant ces temps
Mais il y en a non, qui... Non, vous voyez pendant ces temps... Vous voyez pendant ces temps... Dans l'aisance, quand même. Je n'ai pas dit ça. Vous voyez pendant ces temps que les efforts consentis sont reconnus ou récompensés par la sécheresse autour de soi. Le monde est méchant. Vous n'avez plus de coups de fil, le téléphone se décharge de lui-même. C'est pas question de coups de fil, c'est la reconnaissance de valeur, parce que quand quelqu'un passe dans une maison comme la commission électorale, on n'oublie pas son effort, on ne le prive pas de ce droit, et surtout que ce qui lui est dû, indemnité, son salaire, et parce qu'il est les gardiens des secrets d'État, mais ceux qui n'ont pas l'aptitude d'homme d'État, à un moment donné, ils lâchent. Et ce n'est pas le cas avec moi. Moi, personnellement, je suis... Est-ce que c'est ce qui aurait poussé certains animateurs de votre institution citoyenne à basculer en politique? Vous sentez que ça vient avec beaucoup de passion? Ça peut faire partie des motivations. Vous savez, c'est pas tout le monde qui a la maîtrise d'asseoir. Vous savez, moi, j'ai un parcours. Mon parcours à moi, il est ce qu'il est. Je crois que je ne peux pas me présenter ici. Vous connaissez que je commençais trop tôt la vie politique. Je viens d'une grande école. J'ai les nerfs solides, mais ça frustre. La frustration peut amener les gens à agir à fond, sans état d'âme, mais les grands hommes et qui risque de créer beaucoup de remous dans la vie sociétaire. Mais les grands hommes meurent avec les secrets d'État. C'est pas parce qu'on est dans la sécheresse, on a faim, qu'on va se libérer. Je l'ai bien nuancé. Oui. Mais ce n'est pas tout le monde qui est grand homme. Ce sont des exceptions. S'il y avait des grands hommes, je crois que la transhumance qui sévit au Congo ne se serait pas visible avec beaucoup de légèreté comme on voit aujourd'hui. C'est vrai, en politique, il n'y a pas d'ennemis, il y a d'intérêt. Mais l'intérêt des politiques, c'est par rapport au bien-être général. Ce n'est pas l'intérêt de son ventre, c'est la bassesse. Et voilà. Bon. Vous avez fait un travail énorme avec ceux qui sont déjà partis, avec ceux qui sont encore vivants. Et même si l'homme ne reconnaît pas ça, l'histoire le reconnaîtra. Alors laissez le Congo gagner, même si vous perdez. Voilà, c'est ça je ferme l'idéal. cette parenthèse. C'est ça l'idéal. Nous ne sommes pas un tribunal pour ceux qui ont choisi d'autres approches. C'est leur droit, ainsi va la République. Nous nous rendons dans votre maniema profond, les réalités à Punya, Lubbutu et Kasongo. Gustave, en m'envoyant certaines des photos, des images, je vous ai senti très ému, très affecté. Vous allez voir certaines de ces images, pendant que nous parlons, on les balance. La population vit un véritable calvaire. C'est dû à quoi? Vous savez, la vie de la population, c'est d'abord la volonté des politiques à pouvoir l'organiser, l'encadrer, l'accompagner pour qu'ils vivent la véritable sérénité, la paix, la joie et son développement. Le Maniema, ma province, je n'ai cessé de le dire, a bénéficié hier de beaucoup d'avantages. J'ai vu que le Maniema, sous le régime passé, a été au créneau de multiples responsabilités qui, malheureusement, le gros de ces responsables n'ont pas servi l'entité, ils n'ont pas servi la province. Ils ont servi leur poche. Ils se sont plus servis eux-mêmes. Je vais vous donner un exemple très simple. Ça, c'est le territoire de Punya. Ici, nous sommes à Punya. Oui, nous sommes à Punya et là, c'est un territoire en déconfiture. Un territoire en déconfiture, un territoire qui regorge toutes les ressources et c'est le territoire qui réalise le 70 à
à 75% de la province du Maniema. En termes de quoi? En termes de ressources minières qui fait la recette de la province. Donc le budget du Maniema, si on lui applique les territoires de Punia, il perd presque les 60 à 70% de sa recette. Mais quel est l'état de cette province? Aujourd'hui, ces territoires reçoivent par semaine 3 à 4 vols d'oiseaux, des avions qui quittent Bukavu et Goma pour venir prendre les minerais à KCC, à Punia Centre, pour les amener vers la destination qui était Goma et Bukavu, et dont on connaît la destination finale, là où il y a des grandes raffineries. Les avions appartiennent à qui viennent à Punia ramasser les minerais et qui vient les chercher avec quel ordre? Non, mais lors de mon dernier séjour, je me suis posé la question de savoir si mon territoire faisait encore partie de mon pays ou si c'est le pays qui est dans l'incapacité de pouvoir s'assumer en tant qu'État. Quels sont les minerais qu'on transporte? Nous avons le coltan, nous avons la casterie, c'est ce qui fait les grands enjeux. Il y a un peu d'or, il y a un peu de diamants. Tout ce qu'on retrouve dans les triangles dits de la mare. Nous sommes à Manono. Nous sommes à Massissi, oui. Là où les grands enjeux de M23 séjour. Autant les territoires de Punia produisent ces minéraux, autant les nombres de vols d'oiseaux et des avions qui atterrissent là-bas pour prendre ces minéraux, mais au retour, on ne voit pas le retombée de ces minéraux pour le développement de l'entité. Vous êtes l'élu, un ancien élu du coin. J'ai posé une question claire. Ces avions sont de quelle compagnie, affrétés par qui, et prennent les minéraux pour quelle destination finale? La destination finale, c'est ce que je sais voir, c'est Goma ou Bukavu. C'est de plusieurs compagnies d'aviation qui sont reconnues officiellement par l'État congolais. Est-ce qu'il y a des raffineries à Bukavu et à Goma? Je ne sais pas la finalité ou la destination finale, mais à ce que je sache, je n'ai jamais entendu parler qu'il y a des grandes raffineries à Bukavu ou à Goma qui raffinent les minéraux qui proviennent de mon territoire, entre autres Punia et Lubuntu, parce qu'il y a une partie de Lubuntu Chamaka qui produit également ces mêmes minéraux. Mais regardez, à l'époque, quand il y avait cette route, les minéraux qui sortaient du secteur nord, qui s'appelle Punia et Lubuntu, passaient par cette route pour Kindu, et Kindu les envoyait vers la destination des chemins de fer qui arrivaient peut-être ici jusqu'à pour Kinshasa, en vue de les envoyer en Belgique, comme ce fut à l'époque de l'ex-Somenki. Mais aujourd'hui, ces minéraux vont à Goma et à Bukavu, vers la destination que le dirigeant congolais, que le ministère des Mines et consorts et le CEC sûrement peuvent nous donner la destination de ces minéraux. Mais quelle est le retombée de ces minéraux par rapport au développement de l'entité? Le retombée, vous posez une question, c'est à vous de répondre. Comment on trouve un territoire qui envoie autant de minéraux ailleurs, dans un état... je n'ai pas de terme approprié. Je vais alors considérer ici et vous affirmer que ça devient un territoire d'intérêt d'un groupe d'individus, d'une bande organisée et qui commence par les autorités provinciales. Je pèse mes mots. Je vais vous donner une illustration très simple. Un jeune homme a ramassé dans l'exploitation 1,2 kg d'or. Tous les services publics s'est mis dans la position de pouvoir prendre sa part dans son argent. Même le bourgmestre de la commune de Punia, il en a fait son problème personnel. Jusqu'à ce qu'il est allé toucher le parquet pour qu'on puisse traquer ces gens, parce qu'il dit la part de la commune n'est pas arrivée. Et ça a amené même certaines autorités à quitter leur bureau pour aller s'installer et ouvrir cette carrière en abandonnant le bureau de l'État. Donc, mon territoire, ou le territoire de Punia, c'est des gens qui sont dans une colonie d'une bande organisée. Le ministre provincial des mines y est descendu et les rapports que j'ai reçus, il a tiré sa part $600. Et jusqu'à menacer les gens, si vous ne me donnez pas, je vais vous arrêter. Et ces jeunes gens, ils m'appellent et me disent,
Mukubwa, ils disent en Swahili, Mukubwa, il est à Punya, il n'a tout chokesha. Donc ça nous fatigue cet état de Punya ici. Donc les gens ne peuvent pas s'épanouir. Sur les appels que vous recevez de loin, et vous voyez, est-ce que quand vous êtes allé sur place, vous avez palpé toutes ces réalités et c'est pas pour rien qu'on m'a dénommé paracétamol. Quand j'arrive à Punya, toutes les tracasseries cessent. Dès que je lève le pied, les gens ils vivent le calvaire. Regardez, ça c'est une prison. C'est ici où on devait garder tous les criminels. Mais à Punya, le cas le plus récent, un conflit est né de la mauvaise gestion des conflits fonciers. 2 grandes familles s'entretuent. 4 morts. 4 morts 2 morts d'un côté, 2 morts de l'autre côté. Le parquet s'est saisi de l'affaire. Un compromis est trouvé. Allez trouver la solution à l'amiable au village. Il y a mort d'homme. Le ministère public devait saisir de l'affaire. Au moment où je vous parle, ça devient un conflit. Aucun de ces petits villages ne peut traverser de l'autre côté. S'ils se rencontrent encore, ils s'entretuent. Mais ce n'est pas fini. Mais vous, paracétamol, votre présence permanente, moi je trouve que c'est plus que nécessaire. Mais je ne peux pas vivre en permanence là-bas, mais moi je pense que l'État organisé devait mettre en place le mécanisme pour que ça soit un territoire de droit. Vous avez saisi le ministre national en charge de l'Intérieur et la sécurité. J'ai saisi un homme intelligent comme vous. Vous êtes côtoyé. Vous êtes même dans. Vous veniez de Cache. Est-ce que vous l'avez côtoyé? J'ai saisi d'abord le ministre des Droits humains. Saisi, oui. Le ministre des Droits humains, Fabrice Paula, pour plusieurs cas de violations des droits de l'homme dans cette entité. J'ai saisi le ministre intérieur qui est passé, à Celo, pour lui parler un peu de ce qui se passe là-bas. Parce que les abus, j'ai saisi le ministre de la Justice pour lui en parler. Je dis, les magistrats m'ont dit ils n'ont pas où garder les criminels. Parce que la prison qui a été construite sur l'époque coloniale a besoin d'être réfectionnée pour mettre les minimums de conditions pour que ces détenus soient gardés, malheureusement. À Punya, tu égorges aujourd'hui quelqu'un, après 2 semaines, tu as donné un peu d'argent que tu veux, tu es libre. Alors ils m'ont posé la question, Gustave, c'est vrai que tu n'es pas notre député aujourd'hui, faudrait-il que nous commencions à nous régler le compte? Toutes les législatures auxquelles vous avez participé, je ne vous accuse pas personnellement, et ceux qui ont servi leur poche au moment où le territoire, plutôt la province, a eu à bénéficier de beaucoup de faveurs, pourquoi vous tous, vous avez laissé ce territoire dans cet état? Vous vous rappelez, je crois que vous me suivez depuis plus de 10-15 ans hein, dans ma vie politique. Je crois avoir été parmi ceux, vous l'avez même annoncé ici, que je suis un homme très objectif, très vrai, très direct. Je l'avais même dit au président Kabila, à son temps. Il nous a reçus. Je lui ai parlé de cette situation. Il me répondra, Gustave, vous avez tous vos frères qui sont là. Pourquoi ne pense-t-il pas à ça? Pierre Lumbi, je lui avais dit, vous avez abattu un éléphant, vous avez oublié le Maniema. Matata Pogno était là. Je lui ai dit un jour, Mukubwa, au lieu de nous construire le stade à Kindu, il fallait nous faire le pont à Olindi. Parce que si à Punya, la bière coûte 3000 francs parce qu'il a comme accès Kisangani, à Kindu, ça coûte 10 000 francs. Ça veut dire que si la route était accessible en quittant Kisangani pour Punya et arriver à Kindu, peut-être à Kindu, la bière coûtait 3500 francs. Et ça veut dire que... On a considéré que les Mudogo, c'est un dérangeur. Oui, ben, c'est comme ça que j'ai été traité durant tout ce temps. Gustave, il dérange, pendant que moi, je voyais l'intérêt général et ils voyaient peut-être leurs intérêts égoïstes. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, le fils du Maniema, pouvons-nous regarder ça avec fierté? Si c'est comme ça à Punya, c'est la même chose à Kasongo, c'est la même chose à Kibombo. C'est la même chose. Kibombo encore, c'est plus pire. Parce que Kibombo est enclavé. Aujourd'hui,
ces territoires du Maniema, aucun d'entre eux. Et ça, c'est un pont. Oui, ça c'est la route qui relie la province de la Chopo au chef-lieu de la province du Maniema. C'est devenu comme ça. Quoi ça? C'est la route qui relie Kisangani, Kindu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est la volonté politique. Quel est le problème? Quel est le vrai problème de nous? Notre problème, nous, Congolais. Le vrai problème, nous, Congolais, c'est qu'il n'y a pas d'idéal, il n'y a pas de vision. On ne fait pas la politique comme mon père me l'avait dit. Gustave, tu t'engages en politique, tu es trop jeune. La politique, on la fait pas pour soi, pour l'intérêt de tous. Tu seras l'homme le plus heureux quand tu as une fonction et que tu le fais pour l'intérêt général, pour le bien-être de la population. Vous voyez, dans ces territoires, il y a une centrale hydroélectrique qui tourne. La Régie des eaux a perdu ses tuyauteries. Nous avons écrit ici, personnellement, avec une société civile que nous maintenons. Ça fait 2 ans que nous attendons la tuyauterie pour que la Régie des eaux de Punya puisse être relancée. Tout est là. C'est moi la distribution qui a connu et j'ai même rencontré les autorités. Le groupe, le groupe pour l'alimentation en énergie, le château d'eau est encore en état. Il y a du courant. L'électricité en centrale hydroélectrique est là. Seulement la tuyauterie pour refaire la redistribution d'eau qui manque pour $400 000. On prône la vision du développement. $400 000 manquent à la Régie des eaux, au ministère de l'énergie, pour que dans ces villages-là, ou dans ces territoires modernes-là, l'eau revienne, parce que la population de là a eu l'eau depuis 1982. Et depuis les programmes de développement à travers les 145 territoires, il n'a pas fait un clin d'œil à Lubutu, Kasongo et Punya, Kibombo. Je ne sais pas vous donner des détails, mais je sais que c'est un projet très ambitieux. Mais le projet ambitieux de cette portée est également important quand on sait que ces projets impactent la vie de la société. Dites-moi, le projet de 145 territoires est très important parce que, bon, on doit construire d'abord les bâtiments pour l'administration des territoires. Chez moi, à Punya, ces bâtiments, la villa de l'administration des territoires est encore en bon état, il faut juste le réflexionner. Quel est le besoin de Punya par rapport à ces projets de 145 territoires? C'est de leur remettre l'eau, la Régie des eaux, qu'on puisse remettre les tuyauteries en état pour que la population retrouve l'eau qu'ils ont vécue dedans. Avec la centrale alimente quand même quelques habitants à Punya. 24 sur 24 heures. C'est aussi penser à pouvoir réhabiliter la centrale hydroélectrique de Punya qui est le cœur, le noyau des développements de cette entité. Imaginez-vous que ce soit un minable monsieur comme moi qui commence à apporter quelques pièces pour que la centrale tienne encore. Mais c'était ça le besoin de la population de Punya. Le besoin de la population de Punya, c'était également de penser à relancer la santé publique. Je ne sais pas si je vous ai envoyé les images des laboratoires de Punya. Si vous le voyez, c'est incroyable. J'ai été reçu par le professeur Muyembe, avec qui nous avons... C'est ça la centrale hydroélectrique? Ça, c'est la centrale hydroélectrique de Punya. À laquelle vous veniez de faire allusion. Ça alimente 24 heures sur 24. 24 heures sur 24 heures. Mais dans un état de vétusté très avancé comme ça. Très avancé, et c'est le dernier technicien que le Belge a laissé qu'on est en train de refistoler encore, parce que le jour qu'il meurt, cette centrale s'arrête. Mais on en a parlé, j'en ai parlé sur le régime passé. Actuellement, on en a parlé. Le besoin des Punya, ce n'était pas de construire la villa pour l'administrateur des territoires ou les autorités politiques administratives, parce qu'ils en ont les belles villas, qu'il faut seulement refaire la peinture, changer la toiture. Mais c'est ce que Punya attendait, qu'on réhabilite cette centrale. Parce que c'est l'usine qui produit et qui transforme les minéraux qui sortent de cette entité. Mais là, toute une politique s'est mise en place pour que ça meure. C'est là où j'ai lancé un appel à certaines autorités, entre autres l'autorité de la Sakima, de nous aider à nettoyer un peu. La Sakima, c'est une société minière qui est propriétaire. Une société de l'État, non? Oui, oui. Alors, quel est le travail que la Sakima fait en contrepartie de ce qu'elle prend dans les sous-sols? Qu'est-ce qu'elle fait en termes de responsabilité sociétale? Aujourd'hui, la Sakima est... pour les populations environnantes. La Sakima avait la mission de protéger les patrimoines de l'ex-Somenki. En même temps, chercher des partenaires capables de pouvoir venir protéger ou relancer l'exploitation.
Mais jusque-là, je sens que le nouveau venu, le nouveau DG qui arrive à peine d'ambition, peut-être lui pourra, je salue en passant Fidel Babala, j'ai échangé avec lui autour de la question, peut-être lui va nous amener des partenaires sérieux qui peuvent venir sauver ces édifices. Mais je vous dis, si dans les jours à venir proches, il n'a pas trouvé des partenaires sérieux qui peuvent venir apporter d'abord le premier assistant pour protéger cette usine de production d'électricité, l'ensemble d'investissements à Punya va sombrer. Ça n'apportera absolument rien. Alors, au lieu qu'on attende que le pays qui aujourd'hui, vous avez vu le chef de l'État effectuer des centaines de voyages, vous n'avez pas vu d'investisseurs sérieux venir ici. C'est parce que le pays est en train encore de connaître le doute. Le pays ne rassure pas. Comme le pays ne rassure pas, en entendant le fonds qui est alloué dans mon territoire à Punya pour les 145 territoires, qu'on les affecte pour améliorer les conditions de ce qui peut apporter le développement. Ceux qui sont venus ou ceux qui sont sur le terrain informent-ils ceux qui sont sollicités à travers tous ces voyages du chef de l'État et d'autres institutions, chefs des institutions? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Climat des affaires amélioré, assaini. Est-ce que nous sommes, et dans le verbe, et dans la praxis, est-ce que nous pratiquons ce que nous disons? Je pense que dans les pays des hommes normaux, un gouvernement responsable a une planification et une cartographie et surtout la carte postale de la situation générale de son pays. Là où ça marche, là où ça ne marche pas. Et les perspectives par rapport aux objectifs, comme on s'est dit, objectifs 2023. Qu'est-ce qu'on devait faire dans le domaine d'énergie? L'électricité rurale, c'est des choses qu'il faudrait que ça soit parmi les priorités d'action des gouvernements responsables. L'eau, l'électricité, c'est la vie de la population. Quelles sont les entités où la riche des eaux a existé ou existe? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Mais on aura fini le mandat passé, on aura fini ces mandats. On n'a pas pu avoir une vision qui va dans le sens de répondre aux attentes de la population au plus bas niveau. Mais le besoin social de base devait faire partie de la priorité de l'action du gouvernement. Vous co-gérez la République. Mais là, je remonte au niveau de votre appartenance politique. Vous êtes de l'UNC. Vous co-gérez la République. Ben, est-ce que la vision du développement ou du programme de la société d'un gouvernement est d'un l'appartenance à un parti politique ou bien c'est une vision globale qui est impulsée au nom du chef de l'État? Le chef de l'État, il sera redevable vis-à-vis de la population parce que c'est lui qui va rendre compte. Est-ce que c'est l'UNC qui va répondre de la gestion du président de la République? C'est une question que je me pose. Autant avec l'AFDC, autant avec le MLC. Comme aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba est ministre de la Défense, si à l'est du Congo, l'armée congolaise ne donne pas le résultat aux attentes de la population, on va dire Bemba, c'est vous qui êtes responsable. Non, je pense que la responsabilité ici va incomber au chef de l'État parce que c'est lui qui porte le mandat. Et le gouvernement est là pour appliquer la vision du chef de l'État. Je vais alors poser la question de savoir quelle est la vision mise en place par le gouvernement de notre majorité par rapport aux problèmes que connaissent ces genres d'entités, ces genres de territoires. Mais c'est la question que la population va vous poser mais non. Bientôt en campagne. On va vous poser toutes ces questions. Vous les posez à qui? Non, moi je pose la problématique. Vous avez dit ici que moi je suis quelqu'un de pragmatique. Je pose la question de ce genre de questions pour permettre à ce que... Et ça c'est un pont moderne. C'est un pont... C'est un pont sur la rivière. Ça, c'est la route. C'est la route qui relie la province du Maniema à la province de la Chopo. Sur cette route, c'est une ligne droite comme ça, Kindu, Kisangani, comme ça. Pas de prendre à gauche, de prendre à droite, c'est tout droit, comme ça, jusqu'à Kisangani. Et ça va faire aujourd'hui 22 ans où les enfants qui sont nés il y a 22 ans, ils n'ont plus vu de véhicule.
23 ans. C'est-à-dire que le mal là n'est pas le mal de ce jour, c'est le mal d'hier et le jour d'aujourd'hui vient cautionner le mal et s'habille de ce mal. Et pendant ces temps, nous disons, nous aurons de la peine. Nous aurons de la peine à dire à notre population, pour répondre à votre question, qu'est-ce que nous pouvons encore leur demander si nous n'avons pas été capables de leur donner de l'eau, si nous n'avons pas été capables de leur donner l'espoir de voir du sel arriver ici, si nous n'avons pas été capables de leur donner le médicament. Mais maintenant, les hommes, parce qu'on avance vers la fin justement de cet échange, on a donné des tracteurs pour les champs. Vous connaissez l'essor de certains tracteurs, bien bâchés, derrière les résidences de certains gouverneurs et députés. Comme vous demandez à un seul homme de rendre compte, est-ce que nous sommes responsables face à tout ce décret? C'est là où je me pose la question de me dire, le peuple mérite son dirigeant. Et je dis bien et j'assume, nous, peuple, nous méritons nos dirigeants. Si nous sommes rigoureux vis-à-vis de ceux que nous choisissons, dans le choix que nous faisons, nous ne pourrons plus vivre les choses comme ça. Mais autant je dis à nous les dirigeants, ce qui nous manque, c'est le cœur pour le peuple, la compassion, l'amour de cette nation. Le cœur, il y en a, mais c'est un cœur de pierre. Le cœur pour ce peuple. C'est un cœur de pierre. Non, nous avons le cœur humain, mais sans l'humanisme. Je le dis encore, pendant que nous dilapidons des millions ici, j'aimerais que ceux qui nous suivent et ceux qui ont la charge de la gestion au quotidien, parce que nous, on est là, on ne gère pas. J'en ai échangé avec le ministre de la Santé, je lui ai dit, les choses que je viens de voir là, c'est inconcevable. Il était choqué de voir les images. Il a dit quelque chose. Avec 800 millions de dollars, chaque année, nous sommes capables de mettre dans chaque territoire un hôpital avec 40 lits. Mais il a découvert qu'il y a 1,7 milliard qui est défalqué chaque année dans l'affecté pour le compte de la santé. Mais en réalité, dans les milieux ruraux, ces hôpitaux n'existaient pas. Où va l'argent? C'est là où j'appelle l'inspection générale des finances d'y mettre du sérieux, de faire une planification d'action de contrôle, si réellement cette inspection des finances est là pour le contrôle effectif, de savoir comment se gère le fonds alloué dans les budgets de l'État pour le compte de la santé, comment ça s'est fait pour le compte de l'éducation, comment c'est affecté, comment c'est exécuté. Ainsi, on se dira qu'on est sérieux dans ce qu'on fait, qu'on veut avoir un pays émergent, un pays qui veut aller de l'avant. Voilà. Gustave Omba Bindimono, le problème, c'est que si aujourd'hui, l'autorité suprême du pays décide une proposition, par exemple, de votre famille politique, Bindimono, telle part, les résultats vont tarder à venir. Et souvent, on dit, pourquoi ce contraste entre le discours et la pratique? Si vous posez la question d'enquête à la commission électorale où j'ai été membre, posez la question, qui vous a marqué parmi l'équipe de 13 membres de la commission électorale passée? Vous revenez vers moi et vous donnerez raison. Je ne peux pas poser cette question parce que d'abord c'est la cuisine interne, on voit le travail par le bureau, la plénière, mais je vous connais à la législature. En fait, au Parlement, vous avez été parmi les plus actifs. Au fait, pourquoi j'ai dit ça? En termes de redevabilité. C'est pour vous dire que je suis tellement consciencieux de ce que je pose comme acte en tant que gestionnaire, quand je suis dans la gestion, même en privé où je suis, le sens de manager exemplaire, ça fait partie de mon éducation. Et voilà. Mais les formations politiques aussi, c'est un frein, une sorte de pesanteur par rapport à vos valeurs, parce que il faut s'inscrire dans la logique de suivre les guides. Gustave, je vous remercie d'être venu.
Merci d'avoir porté de la voix pour ce plaidoyer en faveur de Punya, Kasongo, Lubutu et même Kibombo. Bangui. Hein? Tout le Maniema. Même le je dis ici, aucun territoire du Maniema n'est accessible par les chefs-lieux de la province. Aucun territoire. On en a 7. Aucun territoire, même celui qui assume l'intérim de gouverneur de ma province, ne peut me contredire. Mais aussi l'occasion pour moi d'adresser un message particulier au chef de l'État, qui est le garant de la bonne marche des institutions. Le Maniema ne mérite pas ça. Nous devons avoir un élu gouverneur redevable pour que nous puissions nous éviter cette gestion que je manque de mots pour qualifier, voilà. Parce que je veux que ma province, avant ces élections n'arrivent, nous puissions avoir un élu gouverneur capable de nous donner, de porter la responsabilité, d'assumer la responsabilité de sort qui connaît la province. Et voilà. Malheureusement, les formations vivre avec l'intérimaire, les responsabilités de votre majorité se battent là pour que tel ou tel ne prenne pas la direction de la province. C'est vraiment malheureux. Entre-temps, alors, quoi de plus normal? C'est notre devoir de vous appeler et vous accorder la parole. Nous ne sommes pas des fétistes, nous croyons que ça pourrait porter plus loin et avoir des incidences positives. À très bientôt, excellente journée. Je vous remercie.